Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission Merveilleux Rétrofutur. Mais tout d'abord, les actualités. Oui, allô? Bonjour, Monsieur Sky. Vous avez un message sur le lecteur à bande magnétique. Formidable. Ce doit être notre invité. Prévenez les techniciens qu'ils se tiennent prêts pour la télédiffusion dès qu'une fenêtre spatio-temporelle sera disponible. Je vous en prie, Monsieur Sky. Bonne émission. Merci, Margot. Très chers téléspectateurs, l'émission va commencer avec notre invité du jour, Monsieur Laurent Genefort. Bonjour Laurent et bienvenue dans notre émission de l'Éco-Vaporiste pour nous présenter aujourd'hui votre dernier roman, Les temps ultramodernes. Un roman rétrofuturiste, pas steampunk, parce que dans ce monde on ne fonctionne pas à la vapeur mais à la cavorite. Mais quelle est donc cette étrange énergie révolutionnaire qui intéresse tant nos plus grands savants? La cavorite, c'est un matériau, un alliage, qui a été imaginé par H.G. Wells pour son roman Les premiers hommes dans la Lune, et c'est un moyen pour propulser une sorte de module vers la Lune, pour permettre à ces... Voilà. C'est l'obus de Jules Verne, mais à la sauce Wells, c'est-à-dire avec de l'antigravité. Voilà. Ou plutôt de l'imperméabilité à la gravité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose chez Wells. C'est-à-dire que Wells, il imagine un matériau un petit peu comme de la peinture au plomb, on va dire, où quand on le badigeonne, ce qui se trouve derrière, ou à l'intérieur, quand on badigeonne un obus, justement, ou un module, ce qui se trouve à l'intérieur n'est plus soumis à la gravité, donc devient imperméable à la gravité. Et en fait, cette caractéristique va permettre aux habitants de ce module d'être propulsés vers la Lune. Donc, moi, pour le coup, j'ai repris le mot cavorite et j'en ai fait quelque chose de très différent, puisque j'ai créé une sorte de rétrophysique alternative où l'élément actif de la cavorite, qui pour le coup est un minerai dans mon passé alternatif, et l'élément actif de ce minerai, c'est un élément de la table de Mendeleïev, un élément simple, qui s'appelle le cavorium, parce qu'il a été découvert par Cavor, et qui est le héros du roman de Wells. Mais là, il se trouve qu'il n'a fait que ça, il a découvert cet élément, en tout cas ce matériau, et à partir de 1900, la conquête de l'air et de l'espace commence. C'est ça le principe. On découvre d'énormes gisements de cavorite à plusieurs endroits dans le monde, et c'est ça qui va dessiner à la fois la carte, qui va même redessiner la carte du monde, que ce soit au niveau géopolitique et social et sociétal, et la carte du système solaire, puisque Mars va être colonisé à partir de 1900. Et évidemment, c'est la Mars telle qu'elle est perçue à l'époque, c'est-à-dire, et qui était le consensus scientifique, qui était que Mars avait une atmosphère, probablement des Martiens, très probablement voilà, une faune, une flore, et donc voilà, la doxa de l'époque, c'était que c'était habité, donc voilà, c'est la Mars de l'époque. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un exercice un peu à la Philippe Joseph Farmer, quand il fait se rencontrer deux univers littéraires différents. Donc moi, j'ai pris la cavorite de Wells, que j'ai fait se télescoper avec la Mars de Gustave Le Rouge dans Le prisonnier de la planète Mars, la guerre des vampires. D'ailleurs, les Erlors, qui sont donc les Martiens, ce sont clairement les Erlors voilà, c'est la Mars de Gustave Le Rouge qui a été effectivement explorée par Robert Darvel, etc. Donc on est dans la temporalité de Gustave Le Rouge, mais je le fais à ma sauce, c'est-à-dire que à chaque fois que j'ai repris dans les nouvelles rétrofuturistes que j'ai pu faire aussi avant, je reprends des éléments tout en leur donnant une nouvelle signification et en disant, voyez, ce que vous avez eu, en fait c'est une sorte de version officielle, mais moi je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé. Sans trop nous dévoiler l'histoire du roman, quelle est l'intrigue du récit? Alors le roman alors il y a plusieurs lignes narratives en réalité. C'est-à-dire que je suis plusieurs personnages et tous ces personnages sont liés à la cavorite d'une manière ou d'une autre.
au devenir de la cavorite, puisque la cavorite, on est dans un contexte en 1924 où il y a eu un crack, qui s'appelle le crack de la cavorite, qui est l'équivalent du crack de 29, mais qui se passe avant, mais qui est aussi un crack financier et qui est dû à la convergence de deux révélations, qui est la révélation, une découverte scientifique qui est faite par Marie Curie, qui est que on découvre la demi-vie du cavorium et on découvre qu'en fait que cette demi-vie elle est très courte, elle est que de 20 ans. Et donc on est dans une gabegie de cavorite, c'est-à-dire que tout vole, les paquebots volent, les péniches, les voitures, même on met de la cavorite on arme le béton de cavorite pour pouvoir faire des gratte-ciel qui font 500 mètres de haut, etc. Donc on utilise et on abuse de la cavorite et on se rend compte 20 ans plus tard, 25 ans plus tard que en réalité la cavorite elle est déjà épuisée, et en plus de ça il y a un rapport minier des compagnies minières qui a été enterré puis qui ressort justement en 1923 où on ne trouve plus de nouveaux gisements et donc les gisements eux-mêmes sont en voie d'épuisement. Voilà. Et donc on est en 1924 dans un contexte de guerre froide et de course à la cavorite. C'est-à-dire que c'est les empires qui se sont maintenus grâce à la cavorite s'apprêtent à se faire la guerre. On est en réalité à la guerre d'une guerre mondiale. Et voilà, pour s'approprier les dernières mines, pour essayer de racler ce qui reste et récupérer sur ce qu'on a déjà utilisé. Donc on est dans un contexte de début de pénurie en réalité. Et je décris un monde qui a échappé à la guerre au début du XXe siècle, puisque la Première Guerre mondiale n'a pas eu lieu. Il y a eu une guerre entre la France et la Prusse, mais qui n'a duré que 2 ans. Il y a eu la révolution russe, la première révolution, celle des mencheviks, a réussi, ce qui fait qu'il n'y a pas eu l'exportation de la révolution bolchevique, et donc il n'y a pas eu non plus la réaction fasciste par rapport à ça. Mais par contre, les nationalismes se sont exacerbés du fait de la floraison des empires, on va dire. Et donc, on est dans un contexte j'allais dire, un peu presque des années 30 avant la lettre. Dans ce contexte-là, on va avoir, et là pour le coup, j'ai pas voulu créer de personnages qui étaient en haut, j'allais dire, en haut de la société. On n'a pas des histoires de ministres et de chefs de guerre et de choses comme ça. Ça va être une institutrice, un apprenti auteur fauché qui monte à Paris pour essayer de se faire connaître, un vieux flic à la retraite, enfin qui s'apprête à prendre un pote qui fait sa dernière enquête. Voilà. J'ai essayé de prendre un peu des personnages un peu emblématiques de cette période et qui symbolisent aussi la fin d'une période et le début d'une autre. C'est aussi l'entrée dans les temps modernes, ultra modernes évidemment, mais modernes en fait par rapport à nous, qui sont à la fin de l'ère mécaniste, les débuts de la police moderne, des méthodes d'investigation, ce côté très Troisième République, des hussards de la République avec cette institutrice qui a une mentalité très saint-simonienne, etc., etc. Voilà. Donc j'ai pris des personnages qui sont les personnages de l'époque. Après avoir publié de nombreux romans autour du space opéra, qu'est-ce qui vous a amené au rétrofuturisme? Est-ce que c'était un projet de longue date? C'est un projet en fait que j'avais eu, c'est un projet qui remonte à presque 20 ans en réalité. C'est un projet qui a capoté parce que l'éditeur de l'époque avec qui je m'apprêtais à travailler m'a fait faux bon. Ça arrive voilà, ça arrive. Voilà. Et du coup, ça m'avait un peu dégoûté du projet. Et puis c'est Gilles Dumay, quand il a créé la collection imaginaire chez Albin Michel, qui m'a demandé, il m'a dit si tu as un projet ambitieux, propose-le-moi. Voilà. J'arrivais un peu à la fin d'un cycle, j'avais écrit beaucoup de space opéra, je sortais de romans comme Spire, etc. Et j'avais peut-être besoin de recharger mes batteries à ce niveau-là, au niveau space opéra. Et donc je me suis dit, j'avais pas de projet pour Gilles, et donc je me suis dit, je vais ressusciter ce projet et je vais voir où ça va me mener. Voilà, c'est comme ça que c'est né. Et du coup, l'envie est revenue, puisque ça procède d'une envie. Vraiment,
les temps ultramodernes, c'est pour moi, ça a été d'abord des images. Ça a été d'abord montrer des tours Eiffel, plein de tours Eiffel, qui ont été construites pour, comme quai, comme escale pour les paquebots transcontinentaux qui flottent au-dessus et qui sont tirés par des locomotives, etc. etc. C'est d'abord des images comme ça, en fait. C'est imaginer un bas Paris Art Nouveau et haussmannien, et puis un haut Paris Art déco. Voilà, c'est avec des quais où on voit des De Dion boutons, et puis des vieilles Citroën, et des camions Berliet qui flottent, etc. Voilà, c'est ça aussi les temps ultramodernes. Et pour moi, c'était d'abord ça. C'est marrant, c'est exactement les images qui me viennent à l'esprit, c'est les célèbres peintures de Didier Graffer, donc il signe justement c'est exactement ce qu'il fait, quoi. Je veux dire, il nous montre souvent des tours Eiffel ou des structures gigantesques de Paris et qui en fait sont une sorte d'aérodrome exactement ça. Pour les zeppelins et tout le reste. Hein. Quels vont être vos prochains romans? Est-ce que vous allez continuer à explorer le rétrofuturisme ou est-ce que vous allez retourner à écrire du space opéra? Alors, je fais quelques nouvelles qui sont liées au temps ultramoderne parce que c'est tellement vaste que j'ai dû passer sous silence des scènes que j'aurais bien voulu faire. Par exemple, il n'y a pas de scène sur les paquebots transcontinentaux. Voilà, j'ai pas montré le côté Orient Express de cette époque, qui était aussi assez fabuleuse. Voilà, donc j'ai pas exploré les canaux martiens. Voilà, j'explore à travers une série de nouvelles pour retraiter sous l'angle les temps ultramodernes de toutes ces figures un peu emblématiques de cette période. Dans votre espace-temps, il existe également une page Facebook, comme vous dites, où se trouve une foule d'informations complémentaires. C'est une page Facebook. Il y a des moodboards, elle est publique, donc vous pouvez aller voir. C'est purement pour illustrer. Voilà, c'est les images, et certaines images m'ont donné l'idée de certaines scènes du roman, donc je les livre tout simplement à l'attention du lecteur curieux. Voilà. Merci Laurent pour cette interview dans notre émission, et à très bientôt, je l'espère, dans cet univers ou dans un autre.